J'ai entrevu le futur, je sais maintenant. Donc fini les excuses de merde, j'ai reconnu ma propre écriture sur le testament. Rap is something you do, hip hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do, hip hop is something you live. Something you live, something you live, something you live, something you rap is something you do, hip hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do, hip hop is something you live. The only way to live if you really think about it. Je m'appelle Yann Carsalé. Je suis de Douarnenez, comme on dit ici. Même si mon activité m'a fait parcourir le monde, je suis vraiment attaché à cette ville et surtout à la lumière. Moi, ce que j'ai toujours réalisé, c'était pas des sons et lumières, parce que c'est pas du tout mon domaine. Ce qui m'intéressait plutôt, c'est d'aller chercher des éléments de perception de l'objet qui n'étaient que faisables quand le soleil disparaissait. J'essaie souvent qu'on puisse pénétrer carrément dans la matière-lumière, l'idée que c'est une matière, quoi. Cette cornouaille, elle est incroyable parce qu'à très peu de kilomètres de différence, on a une quantité de matière potentielle. Bien sûr, la mer qui est là, elle m'a toujours attiré. Enfin, toutes les activités portuaires de Douarnenez, j'ai connu ça dans ma propre famille. J'ai été en mer, j'ai été marin-pêcheur. Ça m'a permis de voir des choses sur l'eau qui sont imprimées dans ma tête comme c'est pas possible. Ensuite, il y a les ciels qui sont en permanence en modification et puis surtout aussi la nature. Tout cet ensemble de matière est pour moi une caverne d'Ali Baba. Je veux dire, il y a de quoi faire. C'est infini, quoi, c'est infini. Que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Chine, aux États-Unis ou dans les pays du Sud, j'ai vu des magnifiques déserts, j'ai vu des tas de choses extraordinaires, mais il y avait toujours la cornouaille qui était avec moi, je ne sais pas pourquoi. J'avais toujours la cornouaille embarquée dans un coin de ma tête et peut-être ça me donnait le regard assez particulier que je pouvais avoir de tel ou tel espace. Mais je me suis, un peu comme je le fais ici, quand je suis en quête d'une matière qui est bien spécifique à ici, j'ai toujours donné du sens à mes installations avec la perception que les gens pouvaient avoir de leur propre pays, leur propre nature. Ce qui m'intéresse, c'est la géopoétique. Les gens de chaque coin du monde sont capables de vous transmettre, ils vous font voir leur pays. Ben là, arrivé à cette période de vie maintenant, qui sera sans doute la troisième et dernière vie, j'ai vraiment l'intention de faire un fonds de dotation, c'est-à-dire que tous ces éléments d'archives, tout ça, je puisse le transmettre et de provoquer des rencontres, aussi bien avec des écrivains que des chercheurs, que le reste, et que tout ça, ça puisse se faire à Douarnenez. Je suis persuadé qu'il y aura, et de plus en plus, une ouverture dans cette cornouaille de possibles. C'est parce que la nature y est encore. On n'est pas dans une grande mégapole, là. Je pense qu'il y a une notion de recul aussi par rapport à l'hyperurbain et que ça, c'est plutôt positif. Donc, le centre de recherche doit vraiment être dans ce lieu calme. Ah, voilà.
Donc, comme vous l'aurez compris, le prochain intervenant est Yann Kersalé, un plasticien français qui utilise comme moyen d'expression la lumière. Pardon. Il a choisi la nuit, lieu d'élection du sensible, comme terrain d'expérimentation. En mettant en mouvement les constructions et les espaces urbains, il redessine la ville contemporaine. Je vous laisse maintenant l'écouter. Ouais. Bon, je ne savais pas qu'il allait y avoir un petit film de présentation, donc je n'ai pas à me présenter. Il y a un truc que j'aimerais bien, si c'est possible. Est-ce qu'on peut éteindre les lumières? Puisque je vais vous parler de la nuit, ça serait bien qu'on soit dans le noir. Est-ce qu'on peut baisser la lumière? Oui? Non? Ah oui? Voilà. Même moi sur la scène, un peu, voilà. Ouais, voilà, très bien. Et maintenant, la salle, parfait. Voilà. L'ombre. Voilà. C'est bon. Donc, je vais vous montrer tout un tas d'images que je vais commenter assez rapidement parce que, voilà, après, ce qui sera plus intéressant sans doute, c'est qu'on dialogue ensemble. Et vous allez voir que donc comment je travaille en fait. D'abord, sur le rapport entre l'architecture et les paysages, comment je me suis trouvé impliqué dans ces choses-là. Ça, c'est l'Opéra de Lyon. Jean Nouvel a donc rehaussé la toiture, puisque la toiture n'était pas classée alors que les murs l'étaient, puisqu'elle avait brûlé. Donc il a triplé le volume de cet espace dont on ne pouvait faire aucune extension autre. Cette toiture rouge respire de 3 façons différentes. Quand il y a le spectacle intérieur, tous les Lyonnais maintenant savent, quand la voûte rouge respire, c'est qu'il y a spectacle. Quand elle ondule, c'est qu'il y a répétition. Et quand elle est juste à peine, je vais dire, comme une braise, c'est que c'est fermé. Ça, c'est une autre expérimentation aussi, c'était de faire de tous les objets portuaires de Saint-Nazaire une sorte de vaste parcours. Et toutes les grues et objets qui étaient à bâbord étaient donc balisés en rouge. Et tous ceux qui étaient à tribord étaient balisés en vert. C'était bien avant les grands travaux de Saint-Nazaire, qui s'appelle Villeport maintenant, et qui est recollé à Nantes. Et donc cette base sous-marine n'était pas investie. Le silo à grains, très particulier comme objet, était une forme nocturne un peu particulière. Toutes les grues, bien sûr, il y en a beaucoup qui ont disparu depuis. Ça, c'est le pont de Normandie. Sous la voûte, il y avait une pulsation permanente de ces éclats en fonction du trafic sur le tablier. Et beaucoup de personnes ont été sous le pont, chemin de halage qui a été très vite aménagé. Et j'avais un copain qui était devenu un copain qui
qui avait un camion de frites, et donc c'est lui, de temps en temps, il me disait, tiens, il y a une lumière qui ne fonctionne pas. Donc c'est bien, j'avais un surveillant sur place. Ça, c'est avec Rudy Ricciotti. C'est une passerelle qui a été faite en Corée et qui est une des premières structures faites avec ce nouveau béton ultra léger mais hyper résistant que Rudy Ricciotti utilise beaucoup. Le Sony Center de Berlin est une immense méduse, si je puis dire, qui couvre un patio gigantesque avec des théâtres, des cinémas, et la voûte change de tonalité dès que toute cette vie nocturne sous cette immense voûte se met en route, passant du magenta au bleu. Ça, c'est une blague. Évidemment, le Sony Center et cette tour ont été conçus par Camarade El Moutian, qui malheureusement nous a quittés récemment. C'est le siège social et c'est le centre névralgique de la poste allemande. Et en fonction du trafic du courrier, au fur et à mesure, elle change de tonalité. Quand c'est rouge, c'est que c'est à bloc. À Barcelone, Jean Nouvel avait fait cette tour qui est en fait un bâtiment qui joue beaucoup sur le prisme. Et donc, j'ai installé des LED, c'est les toutes premières LED sur ce bâti qui donnent toute la coloration du bardage qui est derrière des ventelles de verre et qui se modifie comme la décomposition de la lumière dans un prisme. El Moutian encore, ça c'était un gros morceau, très difficile de faire des installations dans des lieux où il y a de la sécurité et énormément de contraintes. Mais on a pu arriver à faire quelque chose malgré toutes les contraintes aéroportuaires. Là, c'est la sous-face du quai Branly. Donc, c'est un projet qui s'est créé à Troyes, en fait. Jean Nouvel, bien entendu, comme architecte, mais aussi Gilles Clément pour le paysage. Et moi, accessoirement, pour faire cette espèce de lac virtuel, parce que l'idée était d'avoir une pièce d'eau qui était impossible, puisqu'il y a 5 niveaux de parking dessous. Donc, voilà. Et donc, ce sont des joncs qui ont 3 tonalités et qui fluctuent plus ou moins. Selon la température, à cette époque, il y avait la météo qui était juste à côté. On avait donc une fonction. Depuis, ils ont déménagé. Ça fonctionne toujours. Alors, ça, c'est au Qatar. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de tours qu'on appelle en architecture corporate et se distingue, même si ce n'est pas la plus haute, la tour de Jean Nouvel, qui est une sorte de petite sœur de celle de Barcelone, mais avec une grosse différence, c'est que sa paroi est entièrement recouverte d'une sorte de moucharabie. On appelait ça la valeur des blancs, ça a beaucoup plu là-bas d'ailleurs, puisque c'est la transformation d'argent en or, d'or en argent. Ça,
ça, c'est assez conséquent puisque ce sont 3 tours en Chine qui sont en fait 3 éléments de la bourse chinoise. Et donc j'avais installé quelque chose qui faisait ou qui pourrait faire penser à une allégorie du flux monétaire, évidemment. Le fameux Musen de Rudy Ricciotti, vous voyez cette passerelle noire là, c'est le même type de matériau béton que vous avez vu sur la passerelle de la Paix, ainsi que toute la façade. Ça, c'est un pont levant. Je suis pour rien dans l'architecture de l'objet, mais il était un peu lourd. Heureusement, il y a une cage d'escalier de secours qui était entièrement vitrée. J'en ai profité pour y positionner des sources qui sont réglées sur la marée, histoire de rappeler aux Bordelais que la fortune de leur ville est due à la mer, et comme ça, ils ont un indicateur de marée facilement. Marée haute, bleu, marée basse, vert. À Sydney, c'est un bâtiment d'habitation, 2 même, 3, à côté d'une ancienne fabrique de bière qui a été, comme ça se fait beaucoup, restaurée pour en faire un autre usage. Et il y a un miroir là-haut qui renvoie dans une trémie que l'on ne voit pas bien, là, mais qui est sous la sculpture avec le cercle, et dans lequel il y a des restaurants et un espace. Pour le jour, pour envoyer de la lumière dans le trou, si je puis dire, mais la nuit, toutes les tonalités de la baie de Sydney, qui est beaucoup plus bas, parce que ça, c'est l'entrée de Sydney sur la partie haute de la ville. Ce héliostat devient un vaste écran de matière. Et pour vous expliquer, pour donner une démonstration de comment ces matières variantes de la baie de Sydney peuvent être transformées en les passant dans la moulinette d'un ordinateur de façon à les modifier, les ralentir. Et c'est ce que vous voyez là, au-dessus, en pleine circulation. Ça, c'est une installation qu'on pourrait situer plus dans le domaine des arts plastiques, à proprement parler. C'est une installation pérenne qui est sous le tramway qui a été installé dans Nice. En fait, ce que vous voyez là, c'est du morse. Point, trait, point, trait. Et tous ces mots sont en fait tous les bleus qui existent dans la peinture. Donc il y a bleu de cobalt, bleu clin forcément puisqu'on est à Nice. Et en fait, ça remplace le sudoku. Hein. On peut jouer à savoir qu'est-ce qui est écrit là. Ça, c'est une installation avec Valois d'Épistre sur un bardage un grand centre de congrès et de convention pour Airbus International à Toulouse, avec ce bardage un peu particulier qui a été torsadé et qui, donc, dans cet ensemble,
se met comme des vagues. Ça, c'est la Villa Médicis à Rome. Une petite anecdote, pas des moindres en tous les cas. Quand Médicis a vendu à la France ce bâtiment, il s'est barré avec toutes les statues qui étaient dans les niches. Et du coup, au lieu de faire une lumière un peu grandiloquente de ce lieu, j'ai mis en lumière seulement les absences. Maintenant, on va passer dans le domaine des expéditions. Alors, les expéditions, c'est tout ce que vous avez vu auparavant, c'est toujours une association avec un promoteur, un architecte, enfin, avec tout un ensemble de personnes. Les expéditions, c'est une provocation de moi-même. Donc, il faut trouver les financements. Enfin, c'est assez compliqué. Et cette installation, cette fois plus à l'ouest, était là pour faire une sorte d'allégorie qui part de la mer et qui va jusqu'à l'espace urbain de Rennes. Donc, pour commencer, il a fallu, avec Ifremer et Océanopolis, trouver un bassin pour avoir des algues qui ne puissent ne pas avoir d'échelle, donc pas de poissons, sinon ça aurait été facile de détecter, que j'ai mis en lumière, évidemment sous-marine, afin de récolter des mouvements de la matière. Ce qui s'est traduit ensuite par une installation d'immersion. Et j'ai fait 7 installations d'immersion donc pour recueillir toutes les images que j'avais tournées ou photographiées pour les envoyer sur de la fibre dans laquelle on pouvait pénétrer. Donc ça a été un lieu où il y a eu beaucoup de selfies. Une sorte de bain à sec, quoi, en fait. Donc sorti de l'eau, on arrive forcément sur un îlot. Là, il y avait un phare. Donc ce qui m'intéressait, c'est pas trop de mettre le phare en lumière. Ce qui m'intéressait, c'était son reflet sur l'eau. Et donc de prendre ces matières que le phare produisait avec le clapot et avec tout l'ensemble. Et là, espace d'immersion dans une boîte noire très longue avec 2 miroirs aux 2 extrémités pour permettre une mise à l'infini. Donc ça s'appelait la verticale allongée. Attendez, je reviens si je peux. Voilà, c'est que vous ayez le mouvement au moins. Alors, projeter sur du noir, c'est pas évident. Donc, j'ai repris tous les reflets en peinture de façon à ce qu'il y ait un truc. Donc, sorti de cette île, je suis arrivé sur un agglomérat de pierres qui s'appelle le Sillon Noir, qui n'est pas très loin du Sillon du Talmer, à Côte d'Armor. Et ça fait près d'1 kilomètre de long. Donc j'avais conçu des petites tiges comme ça, LED, avec une petite batterie, afin de marquer ce sillon dans ses courbes. Donc quand on a fait l'installation, comme vous pouvez le constater, la météo n'était pas très clémente, jusqu'au moment où on s'est pris un vent de nord-est, extrêmement virulent. On a eu le temps de tourner dans la tempête, mais on a tout perdu
mais qu'on a retrouvé le lendemain matin entièrement couché, quoi, parce que voilà. Donc réinstallation d'immersion, un écran fragmenté sur plusieurs échelles de profondeur, et on pouvait passer comme ça à travers la tempête. Donc il y avait du son aussi, on ne l'a pas, mais c'était vraiment... on était dans le vent, quoi. Alors évidemment, puisqu'on était arrivé à terre, pénétré dans la forêt du Huelguat, avec ces pierres absolument rondes, lissées par on ne sait quel phénomène encore, mais qui quand même donnait cet aspect de petit jardin japonais si on n'a pas d'échelle. Mais la pierre qui est à votre droite, là, un peu éclairée, doit faire 250 tonnes. Et à partir de ce chaos, en fonction de la rivière qui est souterraine dessous et qu'on entend fort, ça nous amenait à un tempo assez particulier. Donc dans une autre boîte d'immersion, avec un camarade spécialiste des gonflables qui s'appelle Hans Walter Müller, avec un plafond miroir, j'ai conçu un gonflable. Voilà, qu'on pouvait toucher. Contrairement au musée, on a le droit de mettre ses mains. Et donc tout ça a été dans un mouvement de respiration. Donc là, on arrive aux premières traces de la présence humaine avec les aliments de Karnak. L'idée était de jouer sur ces ombres portées afin de créer une forme de gavotte improbable. Ce qui a donné dans un espace d'immersion encore un mur fait par un exosquelette en bois et un lycra qui a permis de servir d'écran, et un jeu de projection qui se faisait en diagonale afin d'obtenir une sensation de grotte. Là, on retombe donc après ces premiers pas de l'humanité dans quelque chose de beaucoup plus contemporain. Ce sont 3 petites baraques, une caserne qui existait sur un terrain qui a été entièrement réhabilité pour de vastes constructions, et ces 3 baraques allaient être rasées. Donc, j'ai demandé l'autorisation de pouvoir les conserver quelque temps, le temps de les échafauder à nouveau, et de se servir de ces échafaudages comme d'une trame afin d'obtenir, avec l'ambiance locale qui était juste au bord du périphérique rennais, donc un bruit hyper urbain, et de créer comme ça un autre espace d'immersion avec des bandes qui sont en fait les bandes qui sont utilisées quand il y a un crime, qu'on entoure la scène de crime, donc très urbain. Et c'était une boîte très haute, ça a été à 9 mètres. Donc on regardait ça en levant la tête. Et on avait une sorte de circulation d'un réseau très urbain.
Et puis, tant qu'à être dans l'urbain absolu, j'ai été sur le dôme de Plumeur-Bedou, un ancêtre de la transmission télévisuelle, et j'ai mis 650 télévisions mondiales en même temps sur ce dôme qui nous a envoyé les premières images, non pas satellites, mais par radio des États-Unis, dans les années 60. Et comme les médias sont très volatiles, je les ai donc mis à la cave avec un éboulis de médias. Voilà, toujours un bon public avec les scolaires, c'est formidable. Il faut imaginer toutes les langues du monde mélangées avec ces images. Le Songé de rigueur, c'était une expérimentation, une de mes premières, où j'avais associé Ifremer et une boîte d'informatique de Lannion, afin de piloter 12 appareils qui étaient dans des caissons étanches et qui faisaient une sorte de chorégraphie, une sorte d'encéphalogramme de la mer, en fait, en fonction de la marée, du courant, du vent, enfin tout ce qui constitue les mouvements maritimes. Alors, maintenant que je vous ai montré ça, vous allez voir que par la suite, ces sortes de recherches fondamentales qui sont les expéditions permettent de, disons, ramener sur le même process une installation pérenne dans un lieu, notamment ici à Denver, en Colorado. Ils ont un ascenseur à l'américaine, donc gigantesque, et c'était un endroit extrêmement fermé, et du coup, au lieu de... Ça arrive de l'aéroport pour descendre sur une nouvelle voie ferrée qui amène tous les voyageurs vers Denver City, qui est assez loin. Et donc, ce mur, qui a été fait en métal, pour le coup, là, et donne toutes les matières qui existent au Colorado, ce qui est un vaste état, qui est à peu près l'eau dans toutes ses formes. Une sorte de neige éternelle, il y a ensuite des cascades, il y a ensuite beaucoup de fleuves et de rivières, ce qui fait que quand les voyageurs arrivent, au lieu de mettre « Bienvenue en Colorado », ils ont toute la matière. Donc j'ai quelques infos qui me sont parvenues récemment. Et en fait, les gens descendent l'escalator, ils voient que le train n'est pas encore là, ils reprennent l'escalator dans l'autre sens et puis ils refont un tour de manège. Bon, des projets, il y en a assez régulièrement. Donc ça, je vous montre ça rapidos, la manière dont je bosse. Alors ça, c'est une commande qui m'avait pourtant été faite. Malheureusement, le Covid étant passé là, le commanditaire est décédé. Enfin, c'était une porte vers la mer et ce serait toujours faisable, mais ça a changé, donc je ne sais plus à qui m'adresser pour pouvoir faire la chose. Ça, c'est une autre expédition qui est en cours. Beaucoup de problématiques d'acceptation des phares et balises. Mais enfin, l'idée, c'est de faire que le phare d'Armen, qui est quand même un phare assez particulier, puisse devenir une sorte de phare contemporain avec une possibilité, évidemment, de tournage et d'en faire une forme, comment dire,
de micro-films, puisque ça serait évidemment et forcément extrêmement éphémère. Ce serait peut-être 4-5 jours d'installation et de filmage, et puis ensuite on démonte. Mais enfin, toute l'installation pourra aller ensuite à l'île de Sein, sur le phare de l'île de Sein. Alors évidemment, je joue aussi sur des objets, puisque parfois je me trouve impliqué dans des projets d'urbanisme. Là, le cas était un peu spécial, puisque c'est le port de Marseille et il fallait dégager la totalité des quais qui étaient depuis un bon moment empruntés par différentes parties des acteurs portuaires. Notamment ici, sur le bord du quai, il y avait jusqu'à 6 mètres de barrières dans lesquelles les différents plaisanciers posaient leurs voitures, leurs remorques, etc. Avec Michel Deving, qui était le paysagiste, et aussi Norman Foster, mais qui avait fait un abri pour les marchandes de poissons là-bas au bout. On se disait que ça n'allait pas être facile avec les Marseillais plaisanciers, puisqu'ils sont nombreux et il y a différentes associations, de les convaincre que sans changer, sans réduire les places de bateaux, ça serait bien qu'ils dégagent le quai et que le quai soit entièrement vide. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a aucun objet, rien qui empêche la déambulation au bord de quai. Et bien finalement, ça s'est hyper bien passé. Ils ont même inversé le problème en disant « Et nous, quand est-ce qu'on aura notre ponton ?» Donc, on leur a fait un ponton avec une petite grue pour qu'ils puissent faire leur nettoyage de bateau. Et puis, une petite cabine, un petit espace pour l'association, pour prendre le pastis. Alors voilà l'objet en question. En fait, c'est un mât très haut. Ceux-là font plus de 16 mètres, mais ceux qui sont sur le grand parvis font 24 mètres. L'idée, c'était de pouvoir mettre toutes les sources lumineuses afin que, justement, on dégage tout l'espace urbain et tous les espaces du quai. Il y a même un espèce de rétroviseur de la matière sur les grands mâts de 24 mètres sur la mer. Place de la République, pareil, des mâts les moins nombreux possibles afin de dégager l'espace. Bon, ça c'était l'idée d'un mât qui n'existe pas encore, mais qui devrait être disparaissant le jour par reflet. Ça, c'était pour le TGI. C'était des très grands mâts avec de la matière qui devaient impulser l'activité intense de la justice. Bon, il n'y avait plus d'argent, donc pour l'instant, c'est pas fait. Ça, c'est la transformation d'un objet connu pour certains, qui sont les SAMOD, sont en fait des sources lumineuses à LED maintenant, qui sont très industrielles et à l'intérieur desquelles j'ai mis un certain nombre de visuels en lien sur cette espèce d'arboretum, un arboretum qui a été entièrement conçu. Et donc ce sont des films qui sont un peu thématiques et on peut changer en fonction des lieux. Ça, c'est un projet qui va avoir lieu récemment. Je ne crois pas du tout aux sources enterrées, parce que les sources enterrées sont toujours problématiques et ne tiennent pas le coup longtemps. Donc c'est un objet qui s'appelle les demoiselles. Les gralumettes, c'est les fameuses que vous avez vues sur l'expédition et que j'ai réussi à faire en sorte que ça devienne un objet qu'on puisse percevoir. Pareil pour les joncs.
Et même parce que Quimpérois, enfin douarneniste, j'ai donné un coup de main à la présidence, je ne sais pas pourquoi c'est là, voilà. Et c'était chez Henriot, histoire de jouer sur la céramique. Et alors j'avais des tantes douarnenistes qui avaient tous des coiffes. J'en avais 4. Bon, il y en a une qui est malheureusement décédée très tôt. Elle s'appelait Marianne. Mais Madeleine, Anna et Philomène avaient des coiffes. Donc du coup, je dis en hommage à mes tantes, j'ai fait des coiffes improbables. Et puis, puisqu'on était là, on a traficoté plein de choses avec les fours. On a failli en péter un d'ailleurs. Enfin bon, bref. Pareil pour une lanterne qui marcherait sur accu, que j'avais pensé pour la Villa Médicis, pour pas mettre trop de lumière. Et puis ça, c'est avec baccarat. J'ai fait c'est du cristal plein sur un support qui fonctionne par chargeur. On peut être dedans, on peut être dehors avec. Comme j'ai demandé à être en résidence, ce qui les a surpris, parce que les designers avec qui ils travaillaient n'ont jamais demandé d'aller à l'usine un certain nombre de jours. Et j'y suis allé et j'étais la nuit voir les gars qui soufflaient les carafes. Du coup, j'ai vu leur tige de souffleur. Il y a toujours une espèce de petite olive comme ça. Et en fait, c'est l'interrupteur maintenant Alors évidemment, c'est quelque chose que c'est surchargeur également. Donc on peut sortir avec. Bon, j'ai un peu inversé le problème de la carafe puisque c'est devenu voilà le bouchon. J'ai percé le cul de la carafe et mis le bouchon au cul. Bien sûr, quand on sort dans son jardin avec ça, on a l'air d'un pape un peu, mais bon, en tous les cas, ça éclaire bien l'espace. Ça, c'était l'idée de faire des cages avec ce qu'ils jettent, parce que, enfin, ils jettent, mais ils recyclent, hein, bien sûr, mais ils sont très attentifs aux moindres détails sur les verres. Il y en a beaucoup qui sont remisés pour être retransformés. Mais tu dis qu'avec tous ces verres qui étaient censés repartir au pilon, on pouvait faire un banc des amoureux. Alors, c'est un banc qui change de couleur quand on est deux assis dessus, quoi. Voilà. Le rouge baccarat, bien sûr. Hein. Bon, ça, c'est aussi un bout de groisille. Et ça, c'est la version luxe des Gralumettes. Et puis, avec Hermès, on m'a demandé de faire un luminaire. J'ai beaucoup pensé immédiatement à ces balises d'angle qu'il y a sur les bateaux. Et du coup, pensant aux 4 quarts bretons, je fais une lanterne à 4 parties et qui évidemment se charge ensemble et on peut se balader avec. Bon, je ne vous parle pas du prix du truc. Bon, et encore celui-là, c'est encore pire, il est en peau de crocodile, donc bref. Mais, et puis voilà, avec sa mode studio, un luminaire assez particulier, puisque quand il est éteint, il est tout chrome. Et quand il est allumé, il est avec des fragments de lumière comme de la glace. D'ailleurs, ils portent tous un nom que les Inuits emploient pour différentes variantes de la glace. Voilà pour... Et les matières, j'en ai fait plusieurs expérimentations. Ça, c'est des matières que j'avais prises au Groenland, que j'ai reprojetées sur des ballons à l'hélium. Ça donnait des formes de planètes. J'espère qu'il ne deviendra pas la nôtre quand on ne sera plus là. Mais voilà, c'est tout pour l'instant.
Alors, du coup, on peut rallumer, oui. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question un peu technique, c'est comment vous avez commencé à chercher des financements, en fait, quand vous aviez ces projets d'expédition. Bon, j'imagine que vous aviez un peu de contact, visiblement, autour de vous, mais bon, comment vous y êtes pris, constituer un dossier, et vers qui vous êtes tourné? Comment j'ai commencé à mettre les doigts dans les prises, c'est ça que vous voulez dire? Ouais. En fait, j'étais aux Beaux-Arts de Quimper. J'ai passé un diplôme avec une méduse gonflable, justement. Et j'utilisais à cette époque-là il n'y avait pas de vidéo, projecteur, ça n'existait pas. Il n'y avait que des carousels, avec des diapositives. Et en fait, j'ai passé mon diplôme avec cette expérimentation. Puis ensuite, pour gagner ma croûte, j'ai commencé, par hasard d'ailleurs, à mettre en scène et en lumière un groupe pendant les Transmusicales de Rennes, la première édition. Et du coup, bon, comme c'était un peu différent de ce que les gens avaient déjà vu, je me suis retrouvé impliqué dans ce monde de la scénographie. Donc j'ai travaillé un certain nombre d'années, tout en continuant mes expérimentations, mais qui ne me rapportaient strictement rien. Et donc je profitais de ces longues tournées que j'ai pu faire, au début avec des petits groupes, puis ensuite avec Higelin et Bachung, et aussi du théâtre avec Jacques Weber, et aussi de la musique contemporaine avec Xenakis, enfin des tas d'expériences qui m'ont évité de faire des erreurs quand on branche les prises et pas faire sauter le quartier, parce que ça m'est arrivé évidemment au début. Mais voilà, la technique, elle n'est pas très importante pour moi, et surtout, je m'en suis méfié tout le temps pour ne pas se faire envahir par les effets, qui sont juste des effets pour faire des effets. Et donc, j'ai pas voulu savoir très vite comment à l'intérieur, par la suite, un ordinateur fonctionnait. Du moment qu'il était capable de me donner ce que je voulais faire, ça me suffisait largement. Donc je ne me suis pas intéressé à la technique, même si je suis très au fait des techniques existantes. Mais avec les ingénieurs que j'ai pu côtoyer et que je côtoie tout le temps, c'est assez compliqué parce que eux, ils sont très cartésiens, quoi. Donc, au début, tu comprends à peu près ce qu'ils disent. Après, ils parlent aztèque ancien. Donc, je préfère crebarder les petits esquisses que vous voyez et leur demander que je voudrais tel effet, et après, voilà. C'est comme ça que c'est venu. Bonjour, merci pour votre présentation. Vous avez beaucoup travaillé sur la ville, la nuit. Je voulais savoir, c'est assez d'actualité, on parle beaucoup d'éteindre les bâtiments la nuit. Je voulais savoir dans quelle mesure ça vous influence et dans quelle mesure ça impacte votre travail. Merci. Oui. En fait, pour ceux du milieu, enfin, je veux dire, qui me connaissent, et peut-être avec quelques images que vous avez pu voir, pas toutes, mais certaines, j'étais plutôt parti. J'ai toujours donné une impulsion aux lumières, une respiration, une apparition, une disparition, un matin de la nuit, un midi de la nuit, un soir de la nuit, et ça depuis dès le début. En fait, j'étais
sans dire des gros mots, mais j'étais plutôt minimaliste par rapport à ce qui existe dans les mises en lumière que j'appellerais la pâtisserie lumineuse. Hein. Donc je ne suis pas dans ce cadre-là, c'est plutôt l'inverse. Donc je suis très au fait. J'ai utilisé les LED vraiment dans les prémices de l'histoire des LED. Ça fait déjà maintenant plus de 15 ans. Et en fait, 15-20 ans même, comment dire, la lumière, ça se voit, quoi. Ça se voit, donc évidemment, par les demandes d'économie, etc., je comprends très bien, et je ne suis pas contre, du tout même, qu'on éteigne tout, quoi, pour dire, voilà, bon, il y a un petit problème, c'est que je suis de Douarnenez et qu'ils ont décidé de tout couper, quoi. Comme vous le savez, Douarnenez, c'est aussi beaucoup de bistrots, et il y a des chutes quand même. On dit fréquemment les chutes de barriques, mais il y a des chutes. Il y a des chutes parce que, voilà, on ne voit plus rien du tout. Donc tout le monde a plus ou moins un iPhone, mais pas forcément. Et pour rentrer, après une certaine heure, et assez tôt, il faut avoir une lampe. Bon, c'est pas, moi, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que je me couche plutôt tôt. Mais non, ce qui est faisable, est très faisable, ça va dépendre des mairies, ça va dépendre des institutions. Avec justement des équipements LED, on peut très bien varier, programmer. On a même, et je l'ai suggéré sur un des projets en cours, qu'il y ait des détecteurs pour que ça s'allume quand des personnes passent et s'éteignent ou se mettent en veille, parce qu'en veille, ça reste quand même très peu consommateur d'énergie. Il faut savoir qu'une LED aujourd'hui, par rapport à nos ampoules, qui n'est pas si vieille que ça, qui étaient les halogènes, vous pouvez largement enlever un zéro sur les watts, hein, donc sur la consommation. Et donc, oui, la gestion de la lumière, en tous les cas urbaine, pour ce qui est de vision, du moment qu'elle soit faite avec intelligence et que voilà, et que ce ne soit pas juste un fait pour dire nous on fait des économies. On fait des économies sûrement sur la lumière urbaine. Moi je dirais plutôt que je suis archi pour que toutes les boutiques et que tout l'ensemble des lumières qui sont privées et qui ne sont pas là puissent être éteints. Parce que ça, franchement, ça sert vraiment à rien. Et là, il y aurait une grosse économie. Les écrans très grands bouffent pas mal d'énergie aussi, même si ce sont des LED. Et alors pour les illuminations, dites illuminations, je ne sais pas quoi dire. Il faudrait peut-être que ce soit plus modeste déjà. Et bon, il n'y a rien qui m'interpelle dans les illuminations classiques que je répète, j'appelle la pâtisserie lumineuse. Voilà. Si ça répond à votre question. Bonjour, laquelle de vos œuvres est pour vous la plus représentative de votre travail et celle qui vous rend le plus fier? Après plus de 40 ans de service, j'ai du mal à faire le choix, c'est-à-dire demander à une mère quel enfant il préfère. Je peux pas dire qu'il y en a une en particulier. Il y a des installations qui ont été marquantes. Je pense au Songé de rigueur à la Pointe de la Torche, parce que c'était pas la première, mais c'était vraiment la première expédition aboutie. Le port de Saint-Nazaire, en termes de patrimoine, et ce parcours à l'intérieur du port a fait, pour les Nazériens d'abord, redécouvrir un espace dans lequel ils n'allaient pas, à part pour y travailler, pour ceux qui y travaillaient. Ça a été important pour le maire de l'époque, Joël Batteux.
partie aussi, mais ça lui a permis de donner une impulsion de démarrer le fameux grand projet Villeport, et en tous les cas, ça a été quelque chose d'important. Ça m'a beaucoup marqué parce que ça a vraiment réconcilié la ville de Saint-Nazaire qui tournait le dos à la mer, en fait, ce qui est quand même un paradoxe quand on est dans une ville maritime. Je pourrais dire qu'il y a eu de grandes aventures avec Ricciotti, Helmutian, Jean Nouvel, j'en passe, beaucoup d'autres camarades d'architectes, des liens pour, par exemple, le Quai Branly. C'est vraiment sur la table à trois que le projet s'est conçu, avec Gilles Clément, évidemment, un grand paysagiste, plus qu'un paysagiste, un poète. Voilà à peu près quoi, ce que je peux vous dire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'utiliser des algues bioluminescentes, par exemple, ou d'autres choses luminescentes que la nature peut nous apporter ? Je me renseigne. Je me renseigne même beaucoup. J'aime beaucoup avoir des liens avec les scientifiques. Et les algues luminescentes, à Paris, j'avais rencontré il y a déjà au moins 4-5 ans un groupe de jeunes qui voulaient isoler les particules luminescentes pour en faire des luminaires, justement. Mais je ne doute pas qu'un jour, ils y arriveront. Pour l'instant, c'est assez compliqué, parce que c'est comme un aquarium. Il faudrait que ces bactéries qui produisent de la lumière puissent se régénérer entre elles. Pour l'instant, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas très longtemps. Mais je ne suis pas inquiet. Au début, la LED, c'était juste quelque chose qui était fait pour du balisage. Et aujourd'hui, c'est les phares de voiture avant, arrière, et c'est surtout tous les luminaires urbains. Donc, dans la recherche, il y a toujours la fameuse recherche fondamentale qui n'a pas de délai. Et quand ça passe à la recherche appliquée, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais la luminescence, voilà, il y a une différence entre phosphorescence et luminescence. Hein. C'est pas, il y a deux domaines qui ne sont pas les mêmes. Mais c'est faisable. J'étais à Imatec sur un autre principe qui est à Lyon. C'est une espèce de Silicon Valley, pas à Lyon, à Grenoble, pardon. Et donc, j'ai rencontré des chercheurs qui sont en train de travailler sur des micro-LED. Mais ce n'est pas des micros, c'est des macro-LED. Donc, le gars m'a montré, c'est même pas une poussière, on la voit pas, quoi. Le seul problème, c'est qu'elle crache autant que ce que vous avez comme LED sur votre téléphone, par exemple, ou plus. Mais quand on pose les questions claires, je dis, moi, ça m'intéresserait de faire un truc art et science, mais elle dure combien de temps ? Ça coûte combien ? Et je pourrais en avoir quelques-unes. Il me dit combien ? Une centaine ? Oh là là. Donc évidemment, c'est assez complexe. Mais la nano-LED, elle va arriver un jour ou l'autre. Et la nano-LED, ça veut dire qu'elle pourra être carrément dans des matériaux. Pour l'instant, les fils de contact doivent être plus fins qu'un cheveu et ça doit être en or. Donc, c'est assez compliqué. Merci à Yann Kersalé pour son intervention. C'est moi qui vous remercie et j'ai cru entendre qu'il pourrait y avoir sur Quimper
dans les années à venir une biennale sur le design et j'en serais vraiment très heureux pour tous les étudiants qui sont ici et dans le futur professionnels qu'ils seront. Ça serait bien qu'il y ait une biennale du design dans son sens le plus large qui soit. Voilà, je veux bien être le parrain. Merci. Et des sandwichs, vous avez un food truck qui fait des crêpes, et sinon vous avez le Leclerc frais pas loin. J'attends